Chers téléspectateurs, bienvenue dans Questions électorales. Nous recevons pour vous Agapite Napoléon Maforican, consultant politique et expert électoral, avec qui nous allons poursuivre le sujet d'hier. Jour du scrutin, le dépouillement mode d'emploi. Mais avant, nous allons un peu décortiquer l'actualité du moment. Alors, Agapite Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour Césaire, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Hier 20 décembre 2022, s'est tenu à la HAC le tirage au sort des duos de journalistes qui vont animer les débats pour le compte des législatives de janvier 2023. Alors Agapite Napoléon, il faut aussi noter que ces journalistes ont quand même 10 ans d'ancienneté. Quelle est l'importance déjà de ce tirage au sort? Bien, alors, sur le plan électoral, ce n'est pas le tirage au sort en lui-même qui est un événement. L'événement, c'est le débat. C'est les débats qui vont animer et qui permettront plutôt. Donc, les acteurs ici, ce n'est pas les journalistes, c'est beaucoup plus les partis politiques candidats. Donc, c'est au nom du principe de l'égalité et de l'impartialité de la HAC qu'il y a eu un tirage au sort. Donc, puisque, on va dire, on m'a attribué le journaliste Inch. Et sur tel débat, on a attribué les journalistes. L'entendement, c'est tous les partis qui seront sur le même texte, sur le même débat. Donc, en réalité, pour moi, il n'y a pas une importance particulière. Il n'y a qu'à veiller à ce que ce soit des journalistes expérimentés qui puissent être appelés. Enfin, ceux qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. En dehors de ça, je pense que non, pour moi, le tirage au sort n'était pas l'événement. L'événement, c'est que l'ACT puisse gérer ces débats et que les populations puissent se nourrir aussi des réflexions des partis candidats, des candidats ou des soutiens ou des membres de partis, mais qui ne sont pas candidats, mais qui viennent appuyer parce que c'est un parti politique qui présente des candidats. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils maîtrisent leur action? Par exemple, quand on prend le contrôle de l'action gouvernementale, comment perçoivent-ils le contrôle de l'action gouvernementale? Comment l'envisagent-ils? C'est des questions sur lesquelles les populations auraient été sérieux que la population soit informée. Et donc, oui, ce qui était important, ce n'était pas les journalistes, à mon humble avis, c'était plutôt le principe du débat, et c'est une très bonne initiative. Voilà. Alors l'importance de ce débat, c'est, s'il faut bien comprendre, c'est le contenu des différentes... le contenu de tout ce que vont dire les partis politiques, dévoiler le contenu de tout ce qu'ils envisagent faire pour le compte, déjà pour la population et quand ils seront au pêche. Le PHA, c'est le bureau, le PHA, c'est le bureau de l'Assemblée, le président de l'Assemblée. Et tous, ils seront 109, il y aura un seul membre du PHA. Et il y aura autour de lui d'autres députés qui vont l'accompagner au bureau. On n'y est pas encore. Pour le moment, on est au campagne. Donc, quand ils seront dans l'hémicycle, aujourd'hui, on appelle l'hémicycle, le Parlement, en imitant plutôt les Français. L'Assemblée nationale française, c'est un peu comme donc c'est à la forme de l'hémicycle. Et donc on a transposé ça à Porte-Novo. Porte-Novo n'est pas, du point de vue géométrique, c'est pas un hémicycle, la salle où les députés délibèrent, mais on a transposé, l'usage est rentré, l'expression est rentrée dans l'usage commun de nos pays francophones et ça montre un peu aussi les limites de culture et puis ce mimétisme ambiant qui nous oblige à répéter certaines choses, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Alors donc, on revient quand même à l'essentiel. L'essentiel est que, oui, ce que fait la HAC qui est intéressant, c'est qu'elle oblige, et je ne sais pas si elle oblige, mais elle amène les partis politiques candidats à se dévoiler. Parce que vous savez, il y en a qui se disent, moi je n'ai pas besoin des médias. Moi je préfère le porte-à-porte. Parce qu'ils n'ont pas un contenu. Ce qu'ils disent, quand je vais revenir, quand on va gagner, on va libérer ci, on va faire entrer ceux. Ce n'est pas l'action du Parlement par exemple. Ou alors, est-ce que c'est l'irresponsabilité? Est-ce que c'est la banalisation des institutions qu'ils veulent, disons, instaurer
Parce que lorsqu'il y a des délibérations des juridictions, et vous venez vous dire que bon, on va annuler, c'est à la limite, c'est comme si vous êtes dans une logique de banalisation. Alors donc, est-ce que vous comprenez l'action législative? Est-ce que vous connaissez les enjeux de développement? Est-ce que vous comprenez qu'en 2022, notre arsenal législatif n'est pas ce qu'il doit être en tel ou tel domaine? Par exemple, on a parlé de l'assurance obligatoire pour tous. Par exemple, mais c'est une mesure hautement sociale. Enfin, là, l'expression n'est pas politique, elle est purement analytique. Donc, c'est une mesure hautement sociale, mais qui n'est pas percée, qui n'était pas aussi évidente il y a 5 ans, il y a 10 ans. L'hygiène dans les habitations de location, c'est-à-dire que dans l'habitat commun, un peu. On peut pas quand même comprendre qu'en 2022, on continue d'avoir des toilettes, disons, de type archaïque, des années 50 ou 60 encore à Cotonou aujourd'hui. On ne peut pas, c'est pas normal. Et pourtant, il y a des quartiers et pas des moindres qui en ont. Et donc, l'action législative peut aller dans ce sens-là. Améliorer le cadre de vie, améliorer la sécurité, donner plus de moyens à ci, donner plus de moyens à ça, voter le budget, accompagner le gouvernement dans son programme de développement, parce que les institutions ne sont pas là pour se bloquer, les institutions sont là pour se donner la main, pour éviter peut-être que l'une prenne le pas sur l'autre, mais ils sont dans une dynamique de complémentarité et non de confrontation. Donc, est-ce que le candidat député comprend ça? Voilà un peu les enjeux de ce débat-là. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'ils vont dire aux candidats? Pas bon, je ne sais pas, parce qu'après, si c'est de porte à porte, quand ils vont commencer à parler les langues nationales, le patois ou les dialectes, ça dépend de ce qu'ils mettent dedans, et c'est peut-être ça qu'il va falloir être un peu attentif et appeler les citoyens à être beaucoup plus, disons, attentifs, je veux dire, et surtout vigilants pour suivre ce débat sur les chaînes et essayer de confronter ces candidats-là qui vont venir leur dire le contraire dans les patois. Voilà. D'accord, merci Agapit Napoléon Maforican. Nous allons à présent passer au sujet du jour. Jour du scrutin, le dépouillement, mode d'emploi. Déjà, Agapit Napoléon Maforican, quelles sont les différentes étapes de ce processus? Je pense que hier, nous avions déjà évoqué la question donc la fin du vote après 9 heures. On a déjà évoqué le dépouillement lui-même. Je pense qu'on en a déjà parlé, c'est pas la peine qu'on... Oui, on voudrait bien qu'on rentre un peu, qu'on décortique mieux. Oui, on va pas réinventer la roue. Il faudrait juste savoir qu'à la fin du scrutin, à la fin des votes, on reverse un peu le bulletin, enfin le contenu de l'urne, devant tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont participé, le dernier votant, les représentants des partis politiques, les observateurs, les médias, les populations, tous ceux qui sont venus pour suivre. Et ça se fait publiquement, on verse le contenu sur une table ou deux ou trois, ça dépend. Et donc, ça doit se faire de telle sorte que tout le monde voit tout le contenu. Et le président et ses assesseurs travaillent pour, sous le contrôle du président. Les assesseurs l'assistent, évidemment. L'un prend le bulletin, l'autre l'ouvre et lit le contenu et montre en recto verso le bulletin, parce que il y a des conditions dans lesquelles certains bulletins peuvent ne pas être pris en compte dans les suffrages exprimés. Avant ça, déjà, il fallait déjà faire le décompte pour voir si le contenu est égal au nombre de votants. Voilà, donc ça c'est... on écrit, il y a 7 parties, donc il y a le bulletin nul. Donc il faut donc mettre bulletin nul déjà, et le parti A, parti B, parti C, dans l'ordre où la Sénat l'a mis sur le bulletin. Et donc à chaque suffrage exprimé, on cochera la case du parti ou alors la case du bulletin nul. Voilà. D'accord. En parlant de bulletin, dans quel cas un bulletin est-il déclaré nul? Le bulletin est déclaré nul lorsque vous mettez 2 bulletins ensemble. Vous pliez 2 bulletins ensemble dans l'urne, le bulletin est nul. Lorsque vous pliez 2 bulletins et vous cochez l'autre, enfin, vous pliez 2 bulletins, vous ne les cochez pas, c'est nul. Vous pliez 2 bulletins, vous cochez l'un, c'est nul. Vous faites vous cochez plusieurs cases du bulletin, donc plusieurs logos, c'est nul. Vous ne cochez rien, c'est nul. Vous mettez des marques, c'est nul. Je sais pas. Donc il y a voilà un peu des conditions. Le vote, c'est quoi? C'est le tampon sur le logo du candidat que vous soutenez ou de la liste que vous soutenez.
Vous attendez un peu pour que ça sèche, pour que ça ne laisse pas de traces. Parce que dès que ça laisse de traces sur notre logo, c'est comme si vous aviez coché 2 logos, vous avez tamponné 2 logos à la fois. Et dès lors qu'il y a une irrégularité, si ce n'est pas un seul caché, sur un seul bulletin bien plié, le bulletin est déclaré nul. Pour faire plus court. Si ce n'est pas le caché, uniquement sur un seul bulletin. Et s'il y a d'autres marques, s'il y a d'autres signes, ou d'autres conditions s'ajoutent, double bulletin, bulletin non coché, plusieurs coches sur un bulletin, bulletin raturé, bulletin des signes pour qu'on découvre le lecteur, tout ça, le bulletin est nul. Voilà. D'accord. Suivant l'établissement du procès verbal, quelles sont les grandes lignes, si on peut les appeler ainsi, qui y sont inscrits? Bon, mais écoutez, j'ai pas pris en compte, j'ai pas regardé depuis un temps un procès verbal de dépouillement, mais il y a la feuille de dépouillement déjà, il y a le procès verbal. Le PV rend compte, le PV rend compte de ce qui s'est passé. S'il y a un incident, s'il y a des situations, s'il n'y a rien, on fait un RAS, donc le PV et le procès verbal de dépouillement, le procès verbal comme les feuilles de dépouillement sont établis en autant de nombre qu'il y a de partis politiques. Donc il y a 7 partis. Est-ce qu'il y a des représentants des partis là? Est-ce qu'il y a donc, c'est en autant de nombre que ce procès verbal est fait pour qu'à la fin, non seulement on affiche le résultat du dépouillement, donc les suffrages obtenus par chaque parti, on affiche donc ce procès verbal là, ce PV là, et cette feuille de dépouillement, on l'affiche déjà sur place, mais on remet un jeu de PV, de procès de feuilles à chaque représentant de parti politique, ceux qui sont là, pour qu'ils puissent rendre compte à leur base. Ces documents doivent renseigner autant que faire se peut de tout ce qui s'est passé pendant le dépouillement. Et donc, des plis sont faits, et ces plis en direction de la Cour constitutionnelle, en direction de la Sénat, en direction de l'arrondissement, de le coordonnateur d'arrondissement, parce que lui, arrivé à la coordonnateur d'arrondissement, on doit faire la première compilation par village. D'abord, compilation par centre de vote, compilation par village, compilation par arrondissement, et au niveau de l'arrondissement. Et lorsqu'on fait ça là, il y a encore, là maintenant, les plis. Tous les plis sont mis dans des cantines scellées et sous l'autorité donc du chef d'arrondissement, du coordonnateur d'arrondissement. Ces cantines sont, convoyées vers la Sénat et la Cour constitutionnelle. Donc voilà globalement les différentes étapes donc, du dépouillement. Voilà. Alors, Agapit Napoléon Maforican, c'est vrai, c'est les membres des postes de vote qui remplissent le procès verbal. Mais quand une erreur se glisse, par exemple, que prévoit la loi? C'est eux qui remplissent, c'est le président qui remplit, normalement, cette association, mais normalement c'est le président. Mais après, c'est tout le monde qui signe. Les représentants des partis politiques qui doivent signer. Parce que vous dites, ah oui, nous sommes d'accord avec ce qui s'est passé. Parce que s'ils refusent de signer, notre prendra acte. On ne peut pas forcer quelqu'un à signer. Mais le président du groupe de vote prendra acte de ça et devrait le mentionner. Donc, s'il y a une erreur qui est glissée et que l'erreur est constatée par tout le monde, s'il y a lieu de remplacer, de corriger, de changer de feuille, ils le feront sans doute. Maintenant, s'il y a une erreur matérielle qui n'ont pas constatée, ça sera constaté soit au niveau de la compilation de l'arrondissement, soit au niveau donc de la Sénat directement, ou soit au niveau de l'organe de contentieux de la Cour constitutionnelle qui veille à, dans le cas d'espèce, dans le cas de l'élection législative, contrairement des élections législatives, contrairement à l'élection présidentielle, où la Cour constitutionnelle, au niveau de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle, son rôle est plus que celui du contentieux. Elle juge de la régularité du scrutin et donc elle statue sur les irrégularités qu'elle-même a pu constater en dehors donc de ce que la Sénat va lui dire, elle-même déploie. Dans le cas d'espèce, elle-même déploie quand même. Mais ici, elle ne juge pas directement. Donc ici, c'est sur requête. Ouais, la différence entre l'élection législative et l'élection présidentielle, c'est un peu là. Dans l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle est plus acteur du résultat. Or, dans les élections législatives, elle est plutôt acteur du contentieux. Elle est plutôt juge du contentieux. Elle apprécie au regard des saisines. S'il n'y a pas de saisine, au niveau de la proclamation, elle regarde un peu ce que la Sénat a fait
Et je pense que si elle a des corrections, elle peut faire quelques corrections, mais c'est beaucoup moins impactant que lors de l'élection présidentielle. Donc, les erreurs sur les procès-verbaux peuvent être corrigées sur la chaîne si elles sont constatées. Alors, Agapit Napoléon Maforican, c'est vrai, quand on parlait du scrutin la dernière fois, vous avez dit que la police devrait se faire très discrète. Est-ce que pour le dépouillement, sa présence n'est pas importante parce que ça va au moins permettre la crédibilité de ce dépouillement? Ce n'est pas la présence de la police qui fait la crédibilité du Oui, mais au moins les gens auront peur et pour qu'il n'y ait pas d'erreur et pour qu'il n'y ait pas donc la peur ne crée pas la crédibilité. Non. Donc voilà, la crédibilité, c'est déjà le respect des normes, le respect des règles, des procédures, la présence de ce qui doit être là, que tout se fasse tel que prévu par la loi. Ça, c'est clair. C'est cela qui répond de la sincérité, in fine, du vote, de la sincérité. Alors donc, la présence des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité, oui, ça rassure. C'est pas que ça rassure, mais ils sont là. Je n'ai pas dit qu'ils ne devaient pas être là, mais ils ne doivent pas être apparents. Ils ne doivent pas faire injonction sur les lieux s'ils ne sont pas invités par le président du poste de vote. Donc, ils sont là, distraits. Ils sont peut-être en retrait au niveau de l'entrée. Ils peuvent se promener dans les alentours, mais ils ne sont pas dans la main courante pour perturber. Les gens peuvent prendre peur en les voyant aussi. Et voyant, ça dépend de l'ambiance dans la rue. Mais pourtant, ils sont là. C'est grâce à eux que ça se sécurise. Et ils jouent un rôle important. Oui. D'accord. Sinon, comment se passe l'ouverture des urnes et le décompte des voix? Comment ça se passe exactement? On va revenir en arrière. L'ouverture des urnes, c'est devant, je l'ai dit tantôt, quand tout le monde quand on a fermé le scrutin après 9 heures de compter, on prend l'urne, la table est là, on prend l'urne, tout le monde est là et l'urne scellée, donc on décèle l'urne devant tout le monde. Et on verse le contenu sur la table. Ça, c'est le président du bureau, sous l'autorité du président du poste de vote que ça se fait. On verse le contenu sur la table et donc on compte pour s'assurer. Donc, on est en harmonie entre ce qui est sur la feuille. Les feuilles, c'est les tampons, les empreintes, et effectivement les votes, donc les différents votes. Vote normal, vote par dérogation et autres, tout ça là. On regarde un peu, donc on compte si le nombre y est. Donc ça veut dire que tout se déroule normalement. Si le nombre n'y est pas, c'est moins. Ou c'est plus, ça veut dire qu'il y a une irrégularité. On le note dans le PV. Donc, dès qu'on a fini cela, on commence. Le tableau est là, apparent, bien apparent. Il y a les scrutateurs. Donc, scrutateurs, c'est d'ailleurs les deux assesseurs. Et puis bon, on peut désigner un autre parmi les qui est disponible. Et donc, ça commence. Alors, le premier prend, un assesseur prend le bulletin, l'ouvre, l'autre assesseur le lit le contenu et montre à la population en recto verso et dit à haute voix. Donc voilà, c'est partie A, partie B, partie C jusqu'à l'épuisement. Ou bulletin nul, on dit bon voilà, c'est taché 2 fois, c'est tamponné, il y a des signes, il y a un signe, un corps par exemple, voilà, un chien. Alors, donc on va dire mais bon ça c'est pas dans le truc, on enlève, donc on met ça dans le bulletin nul, voilà. Donc c'est le processus, épuisement. Et après on fait le décompte. À ce niveau, il n'y a pas encore de partage de voix parce que ça se fait uniquement au niveau de la Sénat. Là, c'est les voix que vous recevez. C'est pas encore l'attribution des sièges. Parce que l'attribution des sièges répond à des exigences qui dépassent le niveau de l'arrondissement. Donc, c'est même pas le niveau du poste de vote, c'est pas le niveau du centre de vote, c'est pas le niveau du village ou du quartier de ville, c'est pas le niveau de l'arrondissement. C'est même pas le niveau du département. C'est au niveau national, puisqu'il faut déjà calculer le seuil de représentativité avant de commencer avant d'aller à l'attribution des sièges. Donc, ici, on n'attribue pas de sièges, on vous met ce que vous avez reçu. Et donc, normalement, la nuit, un peu plus tard, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures après la fermeture du bureau de vote, si tout se déroule bien, c'est qu'au niveau de l'arrondissement, on doit déjà faire la compilation par centre de vote, par arrondissement, par quartier de ville ou village, par arrondissement. Et le coordonnateur d'arrondissement a déjà en possession, par exemple, les grandes tendances dans l'arrondissement,
Nous en avons 400 et quelques. Donc, il lui doit en avoir les grandes tendances. Donc, toutes les coordonnateurs d'arrondissement, si le vote s'ouvre partout à 7 heures, normalement, à 16 heures, c'est fermé. À 20 heures, 21 heures, 22 heures, plus grand temps. En principe, si tout se déroule bien, il n'y a pas eu de problème de déplacement, de ci ou de ça, normalement, tous ces travaux sont déjà presque achevés. Mais bon, tout ne se déroule pas toujours comme il faut, comme il se doit. Donc, c'est quand il a fini de faire tout ce travail qu'il y a déjà les plis qui avaient été faits, les PV, qui étaient prévus pour la Sénat et la Cour constitutionnelle, ou la Cour suprême selon le type d'élection. Maintenant, il ajoute encore celui des dépouillements ou des compilations qui se font au niveau de l'arrondissement. Et tout ça qu'on voit dans les cantines de chaque centre de vote. Donc, dans les cantines, c'est envoyé vers la Sénat et la Cour constitutionnelle. En parlant de cantines et de transport, par quel moyen de transport les cantines scellées sont convoyées par la Sénat? C'est sous l'autorité c'est la Sénat qui définit par quel moyen. C'est la Sénat qui veille à ces détails. Et je pense que le coordonnateur d'arrondissement doit recevoir des instructions en la matière. Il doit veiller à la sécurité des cantines sous son contrôle jusqu'à leur arrivée à destination. D'accord. Merci Agapit Napoléon Maforican. Vous avez un mot de fin? Non, pas du tout. On continue. On n'a pas terminé. On continuera demain avec Bokor. Victor Bokor. Victor Bokor, soit avec nous-mêmes, moi-même, soit nous les deux, soit de nouveau, soit avec d'autres personnes. Donc la campagne va commencer. C'est maintenant qu'on va commencer, que les bonnes choses démarrent. Donc les mots de fin seront pour la fin. Et la fin, c'est après le scrutin. Merci à vous. Merci d'être passé. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à demain pour de nouvelles questions électorales.